Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Journée parlementaire sur le crime électronique et ses répercussions sur la sécurité des citoyens du pays au Cercle national de l'armée. Aveline Sousa. Le ministre des Mines procède au lancement effectif de l'exploitation artisanale par la remise des permis miniers aux entreprises créées et gérées par les jeunes Taman Rasset et Ilizi. Nous irons à El Oued et à Gardaya, deux wilayas qui connaissent un développement dans différents secteurs industriels qui contribuent considérablement au développement économique national. Dans ce journal à Borj-Baririj, le mausolée de Choumissa, une véritable curiosité archéologique et puis un portrait de Léo Sammy Robinson, 11 ans et déjà champion du monde de karting. Bienvenue à tous. Nous entamons donc cette édition à partir du Cercle national de l'armée à Vnimsou sous le président de l'Assemblée populaire nationale. Slimane Chnine a procédé au lancement d'une journée parlementaire sur le crime électronique et ses répercussions sur la sécurité des citoyens et du pays. Une journée organisée par la Commission de la Défense nationale de l'APN. Dans son allocution d'ouverture, Chnine a indiqué que grâce à l'armée nationale populaire et tous les services de sécurité, l'Algérie a réussi à déjouer toutes les tentatives extérieures qui menacent sa sécurité et sa stabilité. Était présent le ministre de l'Intérieur, Kamal Beljoud, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, ainsi que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zermati. Je vous propose d'écouter Slimane Chnine. لقد تمكنت الجزائر عن طريق الجيش الوطني الشعبي وكل المؤسسات الأمنية من دحر المحاولات الخارجية الهادفة للمساس بأمن الوطن والاستقرار النسقي للدولة وتجانس المجتمع وهويته الوطنية، وذلك بفضل التحكم التقني في مجال الدفاع والأمن السبرائي والتكوين العالي للإطارات المتخصصة في هذا المجال، وحرص دولتنا على حماية الوطن والمواطنين من المؤامرات الخارجية من جهة، وكذلك من مشاريع الجريمة الإلكترونية التي يقودها الأفراد والجماعات ضد الأشخاص وممتلكاتهم وسلامتهم الصحية والأخلاقية من جهة أخرى، ومحاولة المساس بالاستقرار الاقتصادي للدولة بالتجسس ضربا لمصداقية الشركات أو الإضرار باستقرارها الوظيفي والبنيوي. أمام هذه التحديات والتهديدات أصبح من الضروري علينا جميعا أن نكون يقظين حيال كل هذه السلوكات الإجرامية والمناورات الخارجية، وأن ننخرط جميعا في المساعي الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الوطن وسلامة المواطنين والعمل على تحسين جبهتنا الداخلية في العالم يزداد تحولا وعرضة للتهديد. Je vous propose d'écouter à présent le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer. إن الجزائر التي تسعى لصناعة محتوى وطني رقمي احترافي مستهدفة بحرب إلكترونية مهيكلة تتقاطع أدرعتها بين جهات أجنبية راهنت على فشل المسار الديمقراطي الذي حمله الحراك الشعبي وأوصلته الانتخابات الحرة إلى بر الأمان. لقد استهدفت هذه الحرب المسعورة مؤسسات الجمهورية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي لن يستغفر لها أعداء الأمس واليوم ثباتها على عهد الشهداء في الدفاع عن السيادة وأمن واستقرار ووحدة الوطن بكل شجاعة وبقدرات قتالية احترافية وبنفس العزيمة والكفاءة يتصدى المنتسبون للمؤسسة العسكرية الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والتكنولوجية العالية لمخططات المغامرين مهما تنكروا بأسماء مستعارة وأقنعة ملونة وأدوار متقاسمة عبر مواقع الفضاء الأزرق.
Je vous le disais en titre, le ministre des Mines en visite de travail à Tamanrasset et Ilizi, Mohamed Arkab, a procédé au lancement effectif de l'exploitation artisanale par la remise des permis miniers aux micro-entreprises créées et gérées par les jeunes de ces deux wilayas. Bouchaboli. Annoncé quelques mois plus tôt, l'exploitation aurifère artisanale a enfin commencé. Le coup d'envoi a été donné depuis Ams Messa, au sud de Tamanrasset, par le ministre des Mines, Mohamed Arkab. Les 92 micro-entreprises qui ont reçu leur titre d'exploitation aurifère attendaient avec impatience ce jour qui leur offre de nouvelles perspectives. C'est une opportunité que le gouvernement a donnée aux jeunes. Cela crée de l'emploi à travers la création de micro-entreprises. C'est une excellente chose qui nous sera profitable. Nous avons voulu accompagner ces micro-entreprises en lançant officiellement leur opération d'exploitation dans le périmètre qui leur est dédié. Je rappelle qu'il y a 57 périmètres pour la seule région d'Ams Messa. Mais en tout, on compte 92 périmètres, soit 92 titres d'exploitation aurifère artisanale qui ont été remis à 92 micro-entreprises. Aujourd'hui, il est question de lancer officiellement l'exploitation à travers 2 des 57 micro-entreprises d'Ams Messa. Il s'agit également d'accompagner ces micro-entreprises à travers la formation en matière d'extraction, une extraction qui se veut respectueuse de l'environnement. Il s'agit d'une étape qui traduit le programme du président de la République pour l'édification d'une économie forte, laquelle repose sur 4 types d'entreprises, à savoir la micro-entreprise, la start-up et la petite et moyenne entreprise. Il s'agit donc de traduire cette politique économique à travers un secteur stratégique. Pour ce qui est de l'environnement, nous ne ferons aucune concession. Nous serons intransigeants et stricts en matière d'application de la réglementation en rapport avec l'environnement. Ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que cette opération ordonnée par le chef de l'État soit réussie dans le respect de l'environnement. Nous avons mis en place une feuille de route pour exploiter ultérieurement et, suivant un calendrier bien précis, les mines d'or de manière industrielle. Nous établirons un cahier des charges et nous chercherons un partenaire technologique qui pourra nous accompagner. Et grâce à vous, cela sera possible. En attendant, les micro-entreprises munies de titres d'exploitation aurifère pourront extraire l'or de manière artisanale. Le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attal, préside aujourd'hui une réunion du Conseil ministériel extraordinaire de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole qui se tient par visioconférence. Le cours du Brent a franchi hier la barre des $60 pour la première fois depuis plus d'un an, sur fond d'optimisme quant à une reprise de la demande en pétrole avec le redémarrage de l'économie mondiale. Naïma Chekchek. Les experts ne pariaient pas tant sur une telle hausse du prix du baril de pétrole survenue aujourd'hui. Le baril de Brent gagnait 1,26% pour atteindre $60,19 et cela n'était pas arrivé depuis plus d'un an. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, le brut s'oriente vers la hausse, boosté par un certain redémarrage de l'économie mondiale, longtemps en hibernation du fait de la pandémie du coronavirus. Les marchés accueillent avec optimisme les campagnes de vaccination contre la Covid-19 et l'important plan de sauvetage de l'économie américaine avec 1 900 milliards de dollars proposé par le président Joe Biden devrait doper l'économie du premier consommateur mondial de pétrole et stimuler les reprises économiques qui se dessinent à l'échelle planétaire. Le pétrole est donc au plus haut depuis le début de la pandémie, avec un marché du pétrole se projetant dans la reprise. La demande sur cette énergie va crescendo, aidée par la confiance de l'OPEP+, dans la reprise économique et une baisse des stocks de brut aux États-Unis. Rappelons qu'en avril 2020, en pleine expansion de la pandémie du coronavirus, le Brent était tombé à 15,98$ le baril, un prix plus vu depuis 20 ans. Direction à présent le sud du pays. La wilaya d'El Oued connaît une dynamique dans différents secteurs industriels et agricoles grâce aux unités de production de la région qui contribuent au développement économique national. Commentaire Yasmine Saudi.
Ce sont près de 100 poteaux électriques qui sont produits chaque jour dans cette usine située dans la wilaya d'El Oued. Une fabrication avec une matière première locale qui couvre les besoins de la région et des wilayas voisines. Pour l'instant, nous ne couvrons que les wilayas voisines, comme Tébessa et Biskra. Dans le cadre de notre agrandissement, nous pourrons peut-être réussir à desservir les wilayas du sud-est et le Grand Sud. Couvrir les besoins du pays et pourquoi pas aller vers l'exportation, c'est l'objectif de cette biscuiterie. Après 3 ans d'activité, elle a réussi à s'imposer sur le marché national. Nous arrivons à produire à présent 10 sortes de biscuits. Nous couvrons les 48 wilayas du pays. Nos objectifs sont l'exportation, qui se fera, Inch'Allah, les prochains mois. Nous exporterons nos produits vers la Libye et la Tunisie, ainsi que la Mauritanie. Je souhaite que le gouvernement nous facilite ces opérations d'exportation. Pôle agricole par excellence, plusieurs investisseurs ont préféré adapter leurs activités aux besoins du marché local en investissant dans l'agriculture. La wilaya s'est singularisée dans la production de la tomate destinée à la consommation et à la transformation industrielle. Cette usine de transformation de tomates située au niveau de Ouled La'Landa existe depuis 2017 grâce aux concessions. Nous demandons aux autorités concernées de nous faciliter les procédures bancaires. La wilaya d'El Oued connaît un développement dans différents secteurs industriels qui contribuent considérablement au développement économique national. L'usine El Janoub de production de plâtre dans la wilaya de Gardaya enregistre une production de 30% par jour, un taux relativement faible par rapport aux capacités de cette usine. Le manque de main-d'œuvre et de financement s'ajoute à cela. Les difficultés de commercialisation sont à l'origine de ce déficit en production. Nisrine Ben Saïdi. Après 6 ans d'arrêt d'activité, l'usine de production de plâtre Janoub dans la wilaya de Gardaya a finalement ouvert ses portes. Malgré la faible production à cause de la pandémie de coronavirus, cette industrie arrive néanmoins à assurer une production acceptable permettant de couvrir les besoins de la région. Notre capacité de production est estimée à 30%. Nous avons beaucoup de mal à aller au-delà de ce taux à cause de la pandémie de coronavirus. Le problème de commercialisation et le manque de financement et de main-d'œuvre sont à l'origine de ce faible taux de production. Cette usine emploie actuellement 16 ouvriers. Nous voulons bien créer plus de postes, mais nous ne pouvons pas. Nous sollicitons l'aide de l'État pour pouvoir produire plus et mieux exploiter les mines de gypse. Nous avons aussi besoin d'aide pour écouler notre produit. Depuis le début de la pandémie, nous avons beaucoup de mal en ce qui concerne la commercialisation. En dépit de toutes ces difficultés, cette usine essaie tant bien que mal d'atteindre une production de plâtre de 100 tonnes par jour pour répondre aux besoins du marché local. Déporté en 1958, puis expulsé en 2020, le moins que l'on puisse dire, la chance n'est pas au rendez-vous pour les habitants du village de Mselmoun, connu autrefois par le camp de regroupement de Douar Bouhlel à Tipaza. Le village est aujourd'hui ciblé par une opération de démolition par les autorités de la wilaya, alors que plus de 300 familles refusent toujours de quitter leurs habitations. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire, nous avons été sur place. Siamina Saïdi. Douar Bouhlel, premier quartier créé par les autorités coloniales en 1958, ce camp de regroupement, devenu village de Mselmoun, compte aujourd'hui 10 000 habitants. La commune de Mselmoun a été établie sur les terres d'un camp de regroupement de la guerre d'indépendance. À partir du mois d'août 1958, les populations du Douar Bouhlel, les fractions Msker, Hayouna, Swahliya, Bni Berri et Himda, ces populations ont été déportées de leur douar vers ce site qu'on appelle actuellement Mselmoun. Jusqu'à 1962, ils ont vécu des conditions de vie difficiles, très déplorables, jusqu'à 1962, cloîtrés entre des grillages et des barbelés. En 1962,
de beaucoup de familles sont restées ici. 62 ans après, ces familles qui ont toujours vécu ici se sentent vues expulsées de ce qui est devenu leur village. En août 2020, un véritable bras de fer s'est engagé entre les habitants de la cité du Bas et les autorités de la wilaya de Tipaza. Plus de 300 familles refusent de quitter leur habitation, ciblée par une opération de démolition. C'est une cité qui a été surprise par la venue de l'administration. La chef de Daïra de Gouraya a décidé de démolir beaucoup de logements, comme vous avez vu. Donc les citoyens ne veulent pas partir de cette cité parce que c'est leur bien, malgré que la première demande, c'est d'être régularisé. La régularisation, du point de vue juridique, elle est tout à fait possible. Et puis il y a des textes aussi qui sont à notre profit. Il y a l'ordonnance du 67, il y a la délibération aussi 88 qui stipule la régularisation au profit des bénéficiaires en tant que copropriétaires. Donc à condition du déclassement, bien sûr. Y a-t-il des projets en cours qui pourraient expliquer cette décision? Non, il n'y a aucun projet justement. On a demandé à l'administration, on a commencé par le PAPC, on a demandé au service de l'APC de nous expliquer pourquoi cette décision. Ils disent qu'il n'y a aucun projet. Pas de projet prévu, pas si sûr. La cité fait partie d'une zone d'extension touristique. Sa démolition programmée a débuté en 2020. Les autorités locales étaient présentes sur les lieux samedi dernier pour finaliser l'opération de démolition. On a organisé une grande opération de démolition avec la contribution de toutes les associations de Mselmoun. La zone est classée, oui, Z, zone d'extension touristique. Et les constructions, c'est-à-dire le quartier qui a été, a vu sa naissance en 1958 durant le plan de Constantine, dans le cadre du plan de Constantine, et qui s'est agrandi après l'indépendance. Sauf que maintenant, on va essayer de voir avec la direction du tourisme la situation juridique de l'assiette. كاين اجتماع على مستوى ولاية تيبازا حضروا فيه كل لي سيرفيس درنا اجتمعنا وكل الناس داروا ابي فافورابل باش هذا السيت هذا يتنحى من لازات يعني بالطريق هذا حتى لافيرم غادي حتى الواد باب الواد كما نسميوه حنايا يعني ومن بعد مديرية السياحة بعثوا بيرو مكتب الدراسات نورمالمون على حسب المعلومات اللي عندنا راه في لافاز 3. En attendant les résultats du bureau d'études, les habitants de la cité du Bas vivent dans l'incertitude. Pour rappel, ce quartier réunit les membres d'un même village, déportés sur le site à l'époque coloniale. La situation épidémiologique en chiffres à présent de 125 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 179 guérisons et 4 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. L'Iran a débuté ce mardi la campagne de vaccination contre le Covid-19 avec le vaccin russe Sputnik V. L'Iran qui a acheté au total 2 millions de doses du vaccin russe et recevra de la part du groupe anglo-suédois AstraZeneca 4,2 millions de doses. En Europe, une baisse significative du nombre de nouveaux cas de Covid-19 est observée, notamment en Espagne et en Allemagne. Au Royaume-Uni, les migrants sans papier auront le droit d'être vaccinés gratuitement sans vérification de leur droit de résidence. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré que tous les vaccins déployés actuellement au Royaume-Uni sont efficaces pour prévenir contre les maladies graves ou mortelles. Et aux États-Unis, plus de 2,93 millions d'enfants ont été diagnostiqués avec le Covid-19 depuis le début de la pandémie. Les forces d'occupation marocaines ont lancé une féroce campagne de répression contre les militants sahraouis dans les territoires occupés du Sahara occidental depuis la reprise du conflit armé suite à la violation du cessez-le-feu par le Maroc le 13 novembre dernier, affirme la Fondation des droits humains Nouchata dans une vidéo postée lundi sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo de 2 minutes, la Fondation Nouchata parle du cas de la militante Sultana
Khaya a signé à résidence dans la localité de Boujdour, occupée pendant 11 semaines. Sultana Khaya affirme que la police l'empêche de sortir de chez elle depuis 79 jours. D'après la fondation, la militante sahraoui qui a déjà perdu un œil lors d'une agression policière il y a quelques années subit, elle et sa famille, des violences policières. La fondation parle également du militant des droits de l'homme Béchir Ben Taleb, agressé lui et ses invités par la police pendant la célébration de son mariage. Au sud-est de Burj Barrij, le sud-est de Burj Barrij renferme toujours de nombreux sites antiques. Le mausolée de Choumissa constitue cette curiosité archéologique plutôt que Rahim Abdelaziz nous fait découvrir pour la première fois. Regardez ce reportage. Au sud-est de Burj Barrij s'incruste tel un rubis la cité antique de Burj Gdir. El Gdir abrite de nombreux vestiges anciens. Reliant l'Atlas stélien à l'Atlas saharien, les Romains en fait d'elle une plaque tournante entre le nord sétifien et les Aurès. La ville de Burj Gdir est une ancienne cité dotée d'une riche histoire. De nombreux historiens et voyageurs l'ont citée. Il s'agit d'El Idrissi et El Bekri. Des sites antiques subsiste le mausolée de Choumissa. C'est en compagnie de l'archéologue Yassine Abbashi qu'on découvre cet imposant monument. Celui-ci demeure encore debout. Parmi les vestiges antiques de cette cité, on note la présence du tombeau funéraire de Burj Choumissa que l'historien français Stéphane Gsell a signalé. Il s'agit là d'un édifice de bonne facture ayant appartenu à un riche notable de cette région de l'Gdir durant l'Antiquité. Il s'agit d'un tombeau funéraire constitué de 2 étages, construit avec des pierres de taille qui se superposent. Celui-ci a des côtés égaux. Encore debout, le mausolée de Choumissa est loin d'avoir révélé son propriétaire. Aucune inscription ne signale la famille romaine à laquelle est rattaché cet édifice. Sa restauration tarde à venir. Cette cité fut colonisée par les Romains dès le 1er siècle de l'ère chrétienne. Compte tenu de l'élargissement du Limes et son expansion, on signale aussi l'existence d'une cité romaine dans la bourgade de Zmala. Le parc de Burj Gdir abrite de nos jours de nombreux vestiges liés à la période romaine. Il s'agit de belles inscriptions en latin et surtout des sarcophages dont les bas-reliefs nous édifient sur les richesses de leurs propriétaires. Enfin, Burj Gdir et sa région constituent un site archéologique à ciel ouvert qu'il faut identifier. À tout juste 11 ans, Leo Sami Robinson a déjà remporté plusieurs titres mondiaux de karting. De mère algérienne et de père britannique, Sami représentera l'Algérie en mars prochain aux Jeux arabes. C'est un véritable amoureux de sport mécanique. Sami a un seul objectif, atteindre la Formule 1. Salah Drel. Through the final turns, and I think he's done it. Leo Robinson wins the Mini X30 International Miami Games. Leo Robinson. Leo Robinson, ou plus précisément Sami Leo Robinson. Un champion du monde de karting aux origines algériennes qui a entamé sa carrière à l'âge de 3 ans. Un visage angélique, mais un beau petit diable au volant. Passionné de sport mécanique depuis qu'il a ouvert les yeux, la suite est une histoire de talent inné. Oh, Leo Robinson. Je m'appelle Leo, j'ai 11 ans, j'habite en Angleterre, ma mère est algérienne, j'ai fait du karting. J'ai commencé à conduire une kart quand j'avais 3 ans. Très vite, Léo va monter en puissance pour se frotter à la compétition. À 6 ans, le gamin est le top rookie du championnat MSA.
Un an plus tard, il devient champion d'Angleterre de sa catégorie. Le jeune Algérien décroche par la suite plusieurs trophées et devient champion du monde en 2020. J'ai gagné plusieurs coupes en 2016. J'étais le champion d'Angleterre dans ma catégorie. Et cette année, je suis champion du monde. British Car Championships for Mini X30, Leo Robinson wins from Ethan Simmons. Un destin tracé comme une évidence. Léo envisage une longue carrière dans le sport automobile. À 11 ans, il vise déjà la Formule 1. My plan is to continue karting for another 2 to 3 years until I'm 14. Then I will move to cars and hopefully get up to F1. With your support and encouragement, I can hopefully make it to Formula 1 as an Algerian. Be the first Algerian Formula 1 driver in the future with your help. We have here Leo's. Et pour y arriver, le jeune prodige est bien accompagné pour s'envoler au plus haut niveau. I just wanted to show you how proud I am of my son Leo and what he's done in his karting. Leo, you're a fantastic son. Il est spécial et on est vraiment fiers de lui. D'un père anglais et d'une mère algérienne, Nihed, une jeune maman qui essaie malgré la distance de transmettre l'amour de la patrie à son fils. Il va aussi représenter l'Algérie ce mars, les Jeux de Mina à Oman. Et ça va être la première fois qu'il va être algérien 100% et représenter le drapeau algérien. J'aime l'Algérie. Next year I'll be representing Algeria. I'll be racing under the Algerian flag, as you can see on my suit, and I've got it on my cart as well, and under the driver's license. Race with the Algerian flag in Bahrain for the Arab Championship. 1, 2, 3. Viva Algerie! And in deference to our race winner on the top step of the podium. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Larivi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. À demain.